Depuis le milieu de l'année 1964, Marcel Dassault avait fait discrètement étudier par sa société, sur fonds propres, un petit appareil bisonique, le Mirage 3 E2. Monoplace, destiné à l'exportation, il possède, comme le Mirage 3 F2, une voilure en flèche. Le réacteur est un Snecma Attar 9K, identique à celui du Mirage 4A. Marcel Dassault lance, à la fin de l'année 65, avec l'apport de ses coopérants industriels, la fabrication d'un prototype capable de convenir à l'armée de l'air et qui prendra le nom de Mirage F1. C'est en 1966 que volera pour la première fois le Mirage F1 sur l'aérodrome de Villaroche. Le Mirage F1 se caractérise par une importante progression des performances. Il peut voler à plus de Mach 2 et surtout s'opposer à seulement 125 nœuds grâce à une hypersustentation très poussée des ailes avec des becs d'attaque et des volets à double fente pourtant très difficiles à réaliser sur une aile mince. Équipé d'un réacteur intérimaire Snecma Attar 9K31, le Mirage F1 01 effectue son premier vol le 23 décembre 1966 à Melun-Villaroche, piloté par René Bigan. Le 7 janvier 1967, il atteint Mach 2 dès son 4e vol. Les vols se poursuivent quand le 18 mai 1967, au cours d'un vol à basse altitude et à grande vitesse, les empennages horizontaux du Mirage F1-01 se détachent à la suite d'un phénomène de vibration divergent appelé flottement. L'avion percute le sol près de Fos-sur-Mer. René Bigan, chef pilote de Dassault, vient de se tuer. Malgré l'accident, la commande de 3 avions de pré-série Mirage F1 02, 03 et 04 à réacteur Attar 9K50 est notifiée. Le Mirage F1 02, doté d'un Attar 9K31, accomplit son premier vol à Istres le 20 mars 1969, piloté par Jean-Marie Saget, et atteint Mach 1,15. Le Mirage F1 03, équipé d'un moteur Snecma 9K50, vole quant à lui le 18 septembre 1969. Enfin, le Mirage F1 04, exemplaire doté de toute l'électronique de bord prévue pour la série, décolle le 17 juin 1970. Le premier vol de l'avion de série numéro 1 a lieu à Mérignac le 15 février 1973 aux mains de Guy Mito-Maurouard. Et le 14 mars 1974, il sera livré à l'armée de l'air. Ce Mirage F1 ouvrira la voie à plusieurs versions. Le croisement de route ici, on va prendre un cap 280 qui n'est pas une usine de produits chimiques, qui est une usine de matériel léger. En 1993, les escadrons de combat 1-13 Artois et 2-13 Auvergne perdent leur tradition pour récupérer leurs nouvelles identités, à savoir 1-30 Alsace et 2-30 Normandie-Niemen, tandis que le 3-13 disparaît. Les 2 escadrons de Mirage F1CT, dont la mission est l'assaut air-sol conventionnel, font toute l'importance de la base de Colmar au sein des forces aériennes de combat. L'un de ces 2 escadrons est le mythique régiment de chasse Normandie-Niemen, au passé prestigieux et qui fête cette année ses 62 ans. L'objectif principal de la mission, aller détruire... Allez, on y va. Assaut conventionnel et police du ciel sont les 2 missions de base des Mirage F1CT de la base aérienne 132. L'entraînement des pilotes se fait à partir de la base même et consiste principalement en des missions de bombardement, donc des missions d'assaut, et ce, de jour comme de nuit.
259. 259, ok. Très bien. Bon. 272. Merci. C'est bon. Le régiment de chasse Normandie-Niemen est constitué d'une vingtaine de pilotes pour une quinzaine de Mirage F1CT. Dans ces 20 pilotes, on trouve environ 10 chefs de patrouille, ce qui constitue la qualification maximale que l'on puisse obtenir dans l'armée de l'air. On trouve également 5 sous-chefs de patrouille, à partir à 1 ou 2 avions au combat et environ 5 jeunes pilotes capables d'assurer seuls la mission principale de l'unité à un seul avion. Les missions qui sont confiées à ces 2 escadrons, se déroulant principalement sur des théâtres extérieurs, l'ensemble du personnel de la BA 132 de Colmar travaille à faire de cette base un véritable outil de combat à la disposition de l'état-major, prête à faire face à toutes les actions dans lesquelles elle pourrait être engagée. Le F1CT est un chasseur-bombardier arrivé dans l'armée de l'air en 1992. D'une envergure de 8,44 m pour une longueur de 15,33 m, il présente une masse à vide de 8100 kg pour une masse au décollage de 15 200 kg. Le moteur Snecma Atar 9K50 qui l'équipe, d'une poussée de 6800 kg, lui permet d'atteindre la vitesse de Mach 2,1 à un plafond maxi de 16 500 mètres. Conçu au regard des enseignements tirés du conflit Iran-Irak, le Mirage F1CT est un chasseur polyvalent, capable de conduire des attaques air-air et air-sol conventionnelles dans la lignée des Mirage F1 EQ irakiens. Le Mirage F1CT met en œuvre une panoplie d'armement presque identique à celle du Jaguar pour ce qui est de la frappe air-sol, avec des bombes guidées laser principalement. Mais il a l'obligation d'être accompagné d'un avion marqueur pour lui désigner sa cible laser. Le Mirage F1CT peut se voir confier des missions d'accompagnement et de protection en vol d'avions tels que les AWACS. Obtenu par transformation de 55 cellules de Mirage F1-C200, le Mirage F1CT est bel et bien, avant toute chose, un chasseur-bombardier. Son système d'armes, qui comprenait au début une centrale de navigation inertielle Sagem Uni 47TR, associée au radar de bord Cyrano 4, a bénéficié depuis l'an 2000 de modernisation, comme le recalage de la centrale par GPS, ce qui assure davantage de précision à ce système d'armes. Son poste de pilotage réaménagé comporte aujourd'hui un calculateur Thales M182XR qui assure les fonctions de tir air-sol, ainsi qu'un viseur tête haute Thales VE120. Un télémètre laser monté sous le nez de l'avion permet d'une part le tir d'armement air-sol et d'autre part le pointage très précis du canon embarqué DEFA de 30 mm. Doté d'une perche de ravitaillement en vol et d'un réservoir pendulaire central de 2200 litres, dit bidon irakien, car développé pour les Mirage F1 EQ irakiens au début des années 80, le F1CT peut accomplir des missions de longue durée. Lors des ravitaillements en configuration très chargée, c'est-à-dire avec 4 bombes et le fameux bidon irakien, le Mirage F1 manque de puissance et manque de stabilité en lacet. Malgré cela, cette capacité à ravitailler en vol vaut, entre autres, à l'escadron de combat 130 Alsace d'armer en permanence une patrouille d'intercepteurs dans le cadre du plan de sûreté aérienne
est de participer au détachement épervier au Tchad. Cheville ouvrière de l'escadron, les services techniques se doivent d'assurer un degré de disponibilité élevé des avions, tout en garantissant la sécurité des vols et du personnel. Des spécialistes mécaniciens motivés et compétents œuvrent à ces tâches techniques en tout temps, en tout lieu, et ce, quelles que soient les circonstances extérieures ou encore les contraintes mécaniques ou logistiques. Un peu plus d'une centaine de mécaniciens, électriciens et armuriers entretiennent quotidiennement une quinzaine d'appareils. L'escadron de chasse 130 Alsace affiche une activité annuelle d'environ 4000 à 4200 heures de vol. Pour fixer les idées, une heure de vol nécessite une activité de mise en œuvre d'environ 3h30, suivie d'une activité de maintenance d'environ 10 heures. Malgré un nombre d'heures élevé, la cellule du F1CT, qui est suivie en indice de fatigue, affiche une intégrité mécanique remarquable et il est prévu de conserver les derniers appareils en service au moins jusqu'à l'horizon 2013-2014. L'adaptation moteur-cellule du Mirage F1 a été particulièrement soignée pour tirer le meilleur parti du réacteur ATAR 9K50. Bien que particulièrement fiable et facile d'utilisation, ce moteur, qui est le même que celui du Mirage 4, reste toutefois d'une conception ancienne, monoflux, monocore et régulation hydromécanique. Nous sommes allés à la rencontre de son passé au musée Snecma de Villaroche. Snecma, dès son origine, bien que poursuivant la fabrication de moteurs à piston, se doit de développer le moteur d'avenir, le turboréacteur. Elle fait appel à un groupe d'ingénieurs allemands transférés par les responsables français dès septembre 1945 à l'usine Dornier de Rickenbach sur les bords du lac de Constance. Ce groupe est dirigé par le Dr Österreich qui a conçu et réalisé le BMW 003 de 800 kg de poussée construit en série à 450 exemplaires pour le chasseur Heinkel 162, l'Arado 234 et le Junkers 287. Le Dr Österreich est rejoint par 185 spécialistes, en grande partie ses anciens collaborateurs. L'unité ainsi constituée reçoit la désignation d'atelier aéronautique de Rickenbach, dont les premières lettres forment le sigle ATAR. Dès octobre 1945, démarre l'étude d'un turboréacteur de 1700 kg de poussée, pesant 850 kg et de température entrée turbine 650 degrés. Ce moteur, dénommé ATAR 101V, diffère du BMW 003 par un nouveau compresseur axial à 7 étages, une régulation améliorée, une chambre de combustion agrandie, une nouvelle turbine, un ensemble mobile monté sur 3 paliers au lieu de 4, une tuyère à aiguille simplifiée. Il est fabriqué par Snecma à l'usine de Kellermann et tourne au banc à Villaroche pour la première fois le 26 mars 1948. Entre-temps, le groupe Österreich, dit groupe O, a été transféré à Decize dans la Nièvre en juin 1946 dans une usine de la Société des aéroplanes voisins, filiale à 90% de Snecma. Début 1950, le premier prototype atteint la poussée fixée de 1700 kg et le groupe O est intégré à Snecma la même année. Des turboréacteurs prototypes 101V et de présérie 101A et 101B va découler par amélioration successive toute la famille des réacteurs ATAR. Avec la version 101C de 2800 kg de poussée,
le compresseur et la chambre de combustion sont modifiés et la vitesse de rotation portée de 8050 à 8400 tours par minute. La poussée passe à 3000 kg pour le 101D par augmentation du diamètre du compresseur. La tuyère devient bivolet. Dans la version 101D3, la tuyère est à striction aérodynamique. L'Atar 101D permet au Mystère 2 et à des prototypes prestigieux de décoller. Dérivé du 101D, l'Atar 101E, à compresseur à 8 étages, est homologué en 1954 à 3500 puis à 3700 kg de poussée. Ce moteur, fabriqué à près de 600 exemplaires, équipe l'avion de combat biréacteur SO 4050 Vautour, l'avion d'appui tactique étendard et le Nord 1501 Griffon en combinaison avec un statoréacteur. En 1952, sous la dénomination 101F, il permet à SNECMA d'étudier la réchauffe ou post-combustion. Cette technique appliquée au 101E donne le 101G, dont la série démarre en 1956 pour équiper le Super Mystère B2 et les prototypes Durandal et Gerfaut, lequel bat en 1957 le record du monde de montée à 15 000 mètres. La phase de développement suivante débouche sur les versions Atar 8 et Atar 9 avec réchauffe. Le compresseur passe à 9 étages et la turbine à 2 étages. Les poussées respectives de ces turboréacteurs sont de 4400 et 6000 kg. La tuyère de l'Atar 9C devient multivolet. L'étendard 4M et la série des Mirage 3 et Mirage 5 sont équipés de ces moteurs fabriqués à plus de 2200 exemplaires. L'adaptation d'étages transoniques en tête du compresseur à 9 étages permet un nouveau bond en avant par augmentation du débit. L'Atar 9K a une poussée de 6700 kg. L'électronique entre en lice par un correcteur de température d'entrée turbine. Ceci donne en 1965 au système d'armes Mirage 4 le meilleur rayon d'action en vol supersonique. L'Atar 9K50, homologué en 1969, se distingue principalement de la version précédente par une nouvelle turbine, une régulation en température et vitesse à correction automatique, un dispositif de protection du décrochage du compresseur à haute incidence de l'avion. Il est mis en service dès 1973 sur le Mirage F1, après avoir effectué des essais en vol sur le Mirage Milan et le Mirage G8 biréacteur. Il permet à cet avion à géométrie variable d'atteindre la vitesse record de Mach 2.34. Il équipe également la cellule du Mirage 3 qui devient Mirage 50. Contrairement aux usages, l'Atar 8K50 sans réchauffe et à tuyère fixe découle d'un moteur avec réchauffe existant. Qualifié en 1974 à une poussée de 5000 kg, il équipe le super étendard de l'aéronavale, mis en service en 1978. Ce moteur, dernier de la famille Atar, clôt cette saga. En 50 ans, plus de 5300 Atars ont été construits, équipant plus de 20 types d'avions dans plus de 20 pays. Les Mirage F1 CT de Colmar ont été employés au feu avec succès durant le conflit des Balkans, à partir de bases italiennes et en collaboration avec les Jaguars de Saint-Dizier. Depuis le 11 septembre 2001, 8 avions en France assurent une permanence 24 heures sur 24. Ainsi, par exemple, 2 Mirage F1 CT, basés à Mont-de-Marsan, restent en alerte permanente. Leurs pilotes sont prêts à décoller en 2, 7 ou 15 minutes selon le degré d'alerte fixé par le commandement de la défense aérienne.
Depuis 1993, la base de Reims accueille le 133 Belfort, le 233 Savoie, sur Mirage F1CR, ainsi que le 333 Lorraine et ses Mirage F1B. L'activité de la base est largement dominée par la mission de reconnaissance des 2 escadrons de Mirage F1CR. Le Mirage F1CR est un des rares avions encore en service qui soit spécialisé dans la reconnaissance aérienne. Ces missions sont le plus souvent accomplies par des avions de combat équipés de nacelles spécifiques. Sur le F1CR, ces nacelles sont pour une bonne part intégrées à la cellule. L'avion emporte notamment une caméra panoramique et un détecteur infrarouge, sans oublier les yeux du pilote spécialement formés à ce type d'exercice. Optimisé pour la reconnaissance, le F1CR est aussi un avion de combat pouvant tirer des armements classiques ou à guidage laser. Il possède un système de navigation d'attaque et de reconnaissance très élaboré, ainsi qu'une centrale inertielle hybridée GPS lui permettant d'être à la fois discret, autonome et précis dans ses navigations. L'avion conserve par ailleurs le radar Cyrano 4 du Mirage F1C, mais dans une version modernisée surnommée Reconnaissance. Le 333 Lorraine est un escadron d'entraînement dont le rôle est de former les pilotes affectés sur F1C ou F1CT. L'escadron est aujourd'hui la dernière unité de l'armée de l'air à utiliser les F1B, dont elle dispose de 10 exemplaires, complétés depuis septembre 2003 par autant de F1CT. Le F1B permet aux stagiaires d'apprendre à piloter le F1, alors que le F1CT, quant à lui, leur apprend à utiliser un système d'armes complet au cours de missions plus opérationnelles. Le pilote de reconnaissance doit être curieux. Il doit prendre l'habitude de regarder en dehors de son cockpit et ne doit pas hésiter à faire du renseignement en dehors de l'objectif initialement prévu. À l'entraînement, il n'est pas rare qu'une mission de reconnaissance se termine par une passe de tir au canon de 30 mm sur un champ d'exercice, histoire de ne pas oublier que nous avons bien là un avion de combat.
L'ensemble des avions de ces 3 escadrons est remarquablement entretenu par des équipes de mécaniciens assurant une haute disponibilité des matériels. Les officiers de renseignement sont présents dans tous les escadrons, mais leur mission prend un relief tout à fait particulier dans les escadrons de reconnaissance au sein desquels l'activité est concentrée essentiellement sur le recueil et l'exploitation de ce renseignement. Si le travail des officiers de renseignement consiste bien entendu à informer le pilote qui part en mission sur les menaces qu'il risque de rencontrer, leur rôle principal est avant tout d'aider le pilote à préparer sa mission de renseignement et d'analyser, à son retour, les renseignements récoltés. C'est du drone. Ça y est, c'est fini, on a eu que 45 secondes. De retour de vol, pilote, officier de renseignement et spécialiste photo travaillent ensemble à l'identification des clichés rapportés. L'utilisation de négatifs de grande dimension et en noir et blanc assure une excellente qualité d'image. L'informatique prend toutefois de plus en plus de place dans ce travail d'analyse des informations. Les capteurs disponibles sur Mirage F1CR comprennent des caméras embarquées, un système de reconnaissance infrarouge, un radar à balayage latéral et plusieurs nacelles, dont la plus récente, baptisée Presto, permet de photographier automatiquement à grande distance un objectif désigné par ses seules coordonnées géographiques. Allez, avance. Bon, on est dans les coups. Allez, recule un peu. Le Mirage F1 peut mettre en œuvre une grande variété d'armements, de la bombe lisse à la bombe guidée laser. Les bombes lisses de 250 kg, que l'on voit ici sur un Jaguar du 1.7 Provence, sont des bombes d'emploi général, à largage en semi-piqué ou en vol horizontal et à une hauteur de 500 mètres. Elles sont destinées à faire face à la majorité des missions et agissent par effet combiné de souffle, d'éclat et de mine. Les GBU sont des bombes à guidage laser. Leur masse varie selon les modèles sélectionnés en fonction de l'objectif à détruire. Le Mirage F1 peut emporter jusqu'à 4 bombes GBU grâce au nouveau lance-bombe développé par la société Rifo. La GBU 12, d'une masse de 273 kg, est une bombe à guidage final destinée aux objectifs faiblement durcis. La GBU 16, d'une masse de 500 kg, est destinée à l'attaque d'ouvrages durcis de moyenne importance. La GBU 22 est une évolution de la GBU 12, dont elle diffère notamment par un guidage de 3e génération, ceci grâce à un kit laser Pavouet 3. Les GBU 24 sont des bombes pouvant être larguées en palier ressources. La puissance et la conception de leur charge militaire les destinent à l'attaque d'objectifs durcis. Les GBU sont composés de 2 parties, à savoir le corps et la charge active. Parties qui sont assemblées soit dans la soute à munitions, soit au moment de la mise en place sous l'aile.
Les diverses configurations sont testées au CEAM, centre d'expérimentation basé à Mont-de-Marsan, pendant que les pilotes sont quant à eux accueillis par le CETA, centre d'études et d'instruction au tir aérien situé sur la base de Cazaux. Ces stages, destinés aux futurs officiers de tir en escadron, permettent aux stagiaires d'explorer l'inventaire des munitions en service dans l'armée de l'air, en sillonnant tous les champs de tir existants jusqu'au tir en mer au Gerbam de Lorient. En dehors de la formation traditionnelle sur simulateur, les pilotes reçoivent une formation spécifique à l'ETIS de Reims. Cette unité de formation fait partie de la force aérienne de combat et est animée par près de 75 personnes. Elle est chargée de remplir deux missions principales, la mission d'instruction spécialisée et la mission d'animation technique. Dans sa mission d'instruction spécialisée, l'ETIS a assuré, depuis l'arrivée du Mirage F1 dans les forces, la formation de plus de 15 000 stagiaires. Elle assure encore aujourd'hui la formation de près de 500 stagiaires par an, pilotes ou mécaniciens, français ou étrangers. Dans sa mission d'animation technique, l'ETIS assure les traitements immédiats et différés de l'ensemble des faits techniques qui interviennent sur le Mirage F1. Cette unité constitue le pôle d'expertise du Mirage F1 pour la force de combat. Au sein de l'escadron 333 Lorraine, les pilotes font l'objet d'une transformation sous le contrôle de moniteurs chevronnés. Ils deviendront ainsi des pilotes confirmés et aptes à rejoindre les F1CR de Reims ou les F1CT de Colmar. Pour la réalisation de ce film, différentes caméras ont été utilisées. Ici, la caméra équipée d'un téléobjectif est fixée sous la pointe avant d'un Mirage 3 en poursuite sur l'avion en essai. Ce que l'on voit maintenant est obtenu par une caméra placée dans le F1 à la place du viseur et filmant vers l'avant avec un objectif grand angulaire afin d'obtenir à peu près le même champ de vision que le pilote.
Ici, la caméra est placée derrière le siège et filme une partie de la planche de bord par l'intermédiaire de tubes optiques. La planche de bord a été modifiée pour regrouper dans la partie filmée la boule, le badin et l'alti-secours. On voit, à gauche, un incidence-mètre à ruban, différent de l'instrument de série, avec une zone rouge et une lampe au-delà de 17 degrés. Pour ce dernier type de séquence, on a utilisé une caméra au sol de très grande focale, 1200 mm, montée sur un affût de canon mis en œuvre par le CEV d'Istres. Vous voyez ici l'avion vrillant à 15 km de distance, et on peut distinguer, en cherchant bien, un Matra 530 sous l'aile gauche. Voici une courte perte de contrôle vue sur la planche de bord arrière d'un F1 biplace. Vous voyez, le pilote a mis fermement le manche en butée de profondeur et gauchissement à droite. L'avion a déclenché, le pilote lâche le manche, et là, le reprend pour débuter la ressource. Voici un exemple de break violent, profondeur en butée, en virage à gauche. Vous voyez, il ne se passe rien. Et maintenant, le pilote va mettre plein manche à gauche pour provoquer le déclencher. Voilà qui est fait. Bel éventail vers la droite, et l'avion tourne en roulis et lacet. Recentrage et récupération en tonneau lent à droite. Ceci est un exemple de déclenché tout à fait classique, suivi de 1 à 2 tours de vrille. Voici un autre exemple où le pilote break en butée de profondeur. Bien que le nez soit tombé dans le trou, le pilote maintient le manche de telle sorte qu'il se produit un départ en lacet assez rapide, puis des agitations parce qu'il insiste toujours. Là, le manche est lâché et les choses se calment assez vite. Voici un déclenché à 35 000 pieds 220 nœuds, obtenu à la profondeur seule. L'avion a déclenché franchement et il tourne, puis le nez passe bas et récupère. Dans certains cas, le moteur peut décrocher et s'éteindre. Le même essai est vu par le pilote. Le départ, un tour, recentrage. Ça continue encore un bon tour, puis du tonneau à la fin. Voici un essai avec volet de combat et seulement 2 LM38 qui ne sont pourtant pas des charges importantes. Le déclenché est obtenu franchement, mais ne dure pas très longtemps. L'avion passe tout de suite en agitation et récupère assez bien. Le pilote maintient plein manche à gauche, l'avion oscille, mais le déclenché n'est pas obtenu. Configuration 1-530 à droite, bec combat, profondeur plein cabré. L'avion part d'abord à droite, mais hésite ensuite. Le pilote met alors plein manche à droite, donc côté engin, ce qui va lancer une rotation rapide à gauche. Dès que le pilote se sent tiré vers l'avant, il lâche les commandes, et vous pouvez constater que la rotation continue et que la reprise de contrôle est longue. Elle dure 16 secondes. Même essai vu dans la cabine. Voici le déclenché. Après un demi-tour, l'avion hésite longuement. Le nez reste haut, le badin est très faible. À ce moment, le pilote met plein manche côté engin. Et l'avion se met à tourner très rapidement vers la gauche. Le pilote subit près de 4 G vers l'avant, ce qui n'est vraiment pas très confortable.
il lâche les commandes. Ça continue à tourner, le nez reste haut, les agitations commencent. Vous voyez, le badin est toujours très faible tant que le nez est haut, puis le nez passe bas, le badin remonte, le contrôle est enfin repris. Voici maintenant un exemple de déclenché lancé à la profondeur seule. Voilà un bon départ. Ici, les commandes sont lâchées et vous allez voir que la reprise de contrôle demande pas mal de temps, bien que les mouvements ne soient pas très sévères. Voici maintenant une série d'essais de déclenché obtenus en croisant les commandes vers 18 à 20 degrés d'incidence dans des configurations dissymétriques. Ici avec un magique à gauche et bec combat. Les commandes étant lâchées au bout d'un tour, vous voyez que l'avion continue à s'agiter. La rotation s'inverse, arrêt sur le dos et récupération en roulis, qui s'arrête tout seul. Même condition de départ, 40 000 pieds, 250 nœuds, 2 magiques, 1 530 à gauche et aérofrein. Ici, le pilote croise les commandes à fond. L'avion fait un éventail à droite. Commande lâchée. Vous voyez que dans la récupération, il y a inversion du sens du roulis. Même essai vu par le pilote. Voilà l'éventail à droite. Le recentrage, le roulis qui s'inverse et l'avion qui s'arrête en tonneau lent vers la gauche. Un essai vu du sol avec un 530 à gauche, croisement des commandes et c'est parti. Commande lâchée, la rotation continue. Vous voyez, c'est de la vrille. Et là, les agitations surviennent. Le nez reste haut, puis passe bas. La récupération commence. Ici, c'est récupéré. Vous pouvez constater que l'ensemble a été plutôt long. Le même essai vu par le pilote, 40 000 pieds, 250 nœuds. C'est parti. On lâche tout. Vous voyez, ça continue à tourner vite. Le pilote est tiré vers l'avant. Et voici maintenant la phase agitation, les inversions de sens du roulis, des grands mouvements de tangage. Et enfin, récupération. Toujours le même essai, vu sur la planche de bord. Voilà le départ, la rotation en vrille. Et voici la phase agitation, regardez le badin. Voilà, il commence à décoller du zéro. Et progressivement, il se met à monter. 170, 180, 200 nœuds. Ici, le contrôle est repris. Un Super 530 à gauche et volée de combat. Voici le déclenché et après un tour, manche pleine avant. Vous voyez, ça tourne bien. Voici un avion qui a déclenché à 40 000 pieds, 250 nœuds. Le pilote lâche les commandes. Observez la dérive. Voilà. Là, l'avion est en vrille d'eau. Dès le début, le Mirage F1 a connu des succès à l'exportation. 473 exemplaires équipent les armées de l'air de l'Afrique du Sud, de l'Espagne, de la Grèce, du Koweït, de la Libye, de l'Équateur, de l'Irak, de la Jordanie, du Qatar, sans oublier ceux du Maroc, dont nous voyons ici les F1 à l'entraînement sur la base de Mont-de-Marsan.
le Mirage F1E, E pour exportation, peut assurer toutes les missions du F1C, mais avec de surcroît une électronique permettant des missions air-sol plus précises et des distances de tir plus grandes. Si depuis le 1er septembre 2003, le Mirage F1C a quitté l'armée de l'air, les F1CT et F1CR poursuivent quant à eux encore leur parcours. Quoi qu'il en soit, l'aventure humaine du Mirage F1, dont 715 avions ont été construits sous 6 versions différentes, restera à jamais gravée dans les mémoires.